Au début des années 1960, le psychologue américain Stanley Milgram, qui enseignait dans une université prestigieuse, l'université Yale, à New Haven, dans le Connecticut. Milgram s'est fortement intéressé au procès Eichmann, qui, vous le savez, avait eu lieu un an plus tôt à Jérusalem, et en particulier au livre que Hannah Arendt en avait tiré, Eichmann à Jérusalem, un essai sur la banalité du mal. Alors, vous savez déjà que quand elle parlait de banalité du mal, ce qu'on lui a reproché, puisque c'était des crimes absolument horribles, elle ne parlait pas de la banalité des actes, mais de la banalité du personnage. Et elle concevait Eichmann comme quelqu'un qui avait obéi aux ordres de façon tout à fait stricte. C'est sans doute un peu trompé sur Eichmann, mais enfin, elle écrivait il y a 50 ans, et Eichmann était sûrement plus antisémite qu'elle ne le croyait au moment même. Mais enfin, elle avait donné l'idée qui peut-être correspond à d'autres exécutants que Eichmann, qui était cette idée suivant laquelle il y a des gens qui sont capables d'obéir aux ordres et de faire les choses les plus abominables parce qu'ils ne se sont pas capables de se mettre à la place d'autrui. Donc ils ne pensent pas, ils obéissent parce que s'ils pensaient, s'ils réfléchissaient, s'ils avaient la possibilité de se mettre à la place de la victime, sans doute s'arrêteraient-ils ou auraient-ils tendance à s'arrêter. Et Hannah Arendt donc dit, voilà, c'est un homme qui est un homme banal, ordinaire, il y a beaucoup de gens qui sont incapables de se mettre à la place de l'autre, et donc elle émet une sorte d'avertissement. Alors Milgram se dit, tiens, nous sommes au début des années 1960 aux États-Unis, est-ce que ce serait possible aux États-Unis? Bien sûr, aux États-Unis, vous n'avez plus de parti unique, raciste, expansionniste, ni d'appareil de propagande totalitaire. Vous n'avez plus ça, vous avez tout le contraire. Vous avez une pluralité des partis et on enseigne au contraire aux enfants en général qu'ils doivent bien sûr obéir aux ordres de l'autorité, mais que si l'autorité leur demande de violer les droits d'autrui, les droits de l'homme sont une valeur fondamentale et ils devraient refuser d'obéir. Donc c'est tout le contraire de ce qui se passait sous le nazisme. Et donc il tente une expérience. Et il met dans la presse locale un avis dans un journal en demandant à qui veut de participer à une expérience sur la mémoire. Et l'expérience sur la mémoire, c'est la chose suivante, c'est-à-dire que Milgram informe le participant, qui évidemment ne connaît rien à la psychologie et qui n'est pas universitaire, il l'informe en lui demandant, en lui disant, voilà, nous allons faire une expérience sur la mémoire, nous allons tester la loi suivant laquelle la mémoire des individus est améliorée quand, chaque fois que l'individu se trompe, on le fait souffrir. Une violence est exercée sur lui. Et vous imaginez, implicitement, tout ça dans le cadre de l'université veut dire nous travaillons pour l'amélioration de la mémoire, de l'intelligence, de l'humanité, etc., le progrès. Bon, l'individu est là, il ne pose pas de questions sur la loi parce que c'est ce que j'ai dit précédemment, c'est une autorité scientifique, et il n'a évidemment pas les moyens de vérifier, il dit ok, d'accord. Et donc le savant lui dit voilà, nous allons tester un élève, vous allez être le moniteur, nous allons tester un élève qu'on va mettre derrière une paroi dans une des variantes de l'expérience, parce qu'il y a eu beaucoup de variantes, et vous allez lui demander de mémoriser quelque chose et chaque fois qu'il se trompe, vous allez lui envoyer une décharge électrique de plus en plus intense. Au début, ça paraît très abstrait. Et puis, bon, l'autre se trompe, l'autre est un comparse, il faut savoir ça. C'est évidemment pas Milgram qui, dans son expérience, fait véritablement souffrir quelqu'un. C'est un comparse, mais enfin, qui joue très très bien la comédie. Ce qui veut dire que pour celui qui envoie les décharges électriques, il n'y a pas moyen de faire la différence entre une souffrance réelle et une souffrance jouée. Et effectivement, l'autre se trompe systématiquement, c'est ça le but de l'expérience. Donc, le moniteur, c'est-à-dire celui qui a répondu à l'annonce du journal, est obligé d'envoyer des décharges électriques. Il commence à entendre des cris, puis des cris de plus en plus forts. Et chaque fois, il se demande s'il doit continuer. Le savant lui dit de continuer. Et en réalité, on s'aperçoit que la grande majorité des individus qui sont testés par Milgram vont très très loin et vont quasi tous, cette grande majorité, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ils infligent donc les décharges maximales. Or, parfois, dans quelques variantes de l'expérience, vous avez l'individu qui dit qu'il a un problème cardiaque, que ces décharges électriques sont dangereuses pour lui, et l'individu a tendance à arrêter, celui qui est le moniteur, parce qu'ils ont des sentiments qui sont des sentiments tout à fait normaux, et en même temps, la pression, l'autorité du savant fait en sorte qu'il continue jusqu'au bout. Alors, Milgram est un petit peu effaré des résultats de cette expérience. Alors, comment cette expérience est-elle possible? Nous n'avons plus
la terreur qui existait sous le nazisme, qui faisait qu'on obéissait aux ordres, d'abord parce qu'on craignait pour sa peau, et vous n'avez plus non plus l'appareil de propagande totalitaire qui faisait qu'on obéissait aux ordres parce que le parti, dans son travail de propagande, avait tellement déshumanisé les victimes, les juifs, les tziganes, que quelque part, ça facilitait ces actes horribles et qu'on ne se mettait plus à la place de l'autre parce que justement, l'autre avait été déshumanisé. Il n'y a plus ça sous Milgram. On est dans une société démocratique, une société qui enseigne exactement le contraire de ce qu'enseignait la propagande nazie hitlérienne. Et donc, c'est par pur conformisme, soumission à l'autorité du savant que l'individu va loin. Et pourquoi ? Mais parce que justement, la science a acquis un certain prestige jusqu'à être divinisée. Alors vous allez me dire, la science et la divinisation, ça n'a rien à voir. La science, c'est du savoir. Oui, pour celui qui la pratique, mais pour celui qui la voit de l'extérieur, l'autorité du savant est la même que l'autorité de n'importe quelle personne, dans la mesure où quand même il ne peut pas vérifier si c'est vrai ou faux, puisqu'il n'est pas compétent. Et donc, la science a une très grande autorité, et cette autorité de la science fait que, en quelque sorte, les individus divinisent quasi la science telle qu'elle est enseignée dans les grandes universités, du moins à l'époque, parce qu'aujourd'hui la science est sans doute plus critiquée qu'elle ne l'était à l'époque dans les années 1960, et donc, effectivement, c'est là le carburant du conformisme pour les individus. Ce n'est plus l'Église, ce n'est plus le parti unique, ce n'est plus l'armée, on est dans une période de pacifisme et de lutte contre la guerre du Vietnam, etc. Mais l'université, c'est pour ça que Milgram l'a fait, l'a testé, avec des résultats qui l'ont lui-même étonné. Le savoir, la science, ça, c'est quelque chose qui est très respecté. Alors, quel est l'impact de l'expérience ? Bon, sur la pensée critique, on le voit bien, c'est que les individus abandonnent, se dépossèdent de toute pensée critique, puisqu'ils obéissent aux savants, et que s'ils y avaient réfléchi, s'ils avaient été capables quand même de se mettre à la place de celui qui est derrière la paroi, enfin qu'ils imaginent souffrir puisque c'est un comparse, bon ben ils auraient arrêté tout de suite. Pourquoi auraient-ils arrêté tout de suite ? Mais justement parce que dans nos sociétés, les droits de l'homme sont considérés comme le principe fondamental de légitimation du pouvoir. Tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez demander en tant que savant ou en tant que n'importe quelle autorité aux gens de faire un certain nombre de choses. Mais vous ne pouvez pas leur demander de violer les droits de l'homme. Et ici, manifestement, ce que cet individu a fait, c'est quasi torturer quelqu'un qui ne lui a rien fait et qu'il ne connaît même pas. Donc vous n'avez pas du tout l'appareil de propagande que vous aviez dans le nazisme, ce n'est pas quelqu'un qui déteste, ce n'est pas quelqu'un qui l'a déshumanisé, et ce n'est pas non plus l'autorité du savant avec un revolver. Le savant, il n'a aucun pouvoir de pression, il pourrait tout simplement dire, écoutez, moi, l'envoyer balader et dire j'arrête cette expérience que je trouve insupportable, faites des expériences en ayant des protocoles qui soient des protocoles sérieux et respectueux des droits de l'homme et ne faites pas des choses comme ça. Or, l'individu ne le fait pas. Donc, il a sans doute dans la tête, on lui a dit, les droits de l'homme, c'est le premier principe de légitimation du pouvoir. Vous avez l'autorité du savant, mais c'est subordonné, et quelque part, il se livre totalement à l'autorité du savant. Et donc, ça pose un problème quant à l'enseignement qui a été fait, parce que c'est pas comme dans le nazisme, où on avait enseigné l'obéissance aveugle à l'autorité, le Führerprinzip, le principe de soumission au leader. Ici, on enseigne exactement le contraire, mais quelque part, l'autorité de la science, ou même la divinisation de la science, fait en sorte que l'individu va très loin dans la violation des droits de l'homme en obéissant à un savant vis-à-vis de quelqu'un à l'égard duquel il n'a pas du tout été conditionné, qu'il ne connaît même pas.